à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Apéro Podcast. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Guillaume comme invité, qu'on appelle aussi le photographe à la moustache, même si aujourd'hui t'as plus de moustache. Non, j'ai coupé. On peut l'appeler aussi l'homme à l'emploi du temps le plus chargé qu'un ministre, le portraitiste landscape de France et pas que. Salut Guillaume. Salut, bonjour. Ça Vincent. Oui, très bien, ça me fait plaisir d'être là à Nantes. Alors oui, tu dis à Nantes, alors normalement l'Apéro Podcast, à chaque fois la tradition veut que l'invité me propose des spécialités de sa région à déguster. Mais là, on est chez moi. D'accord. Donc forcément, ça marche pas. Oui. Mais pour expliquer un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu m'aurais ramené ? Ah, qu'est-ce que je t'aurais ramené ? Alors, moi, je t'aurais ramené traditionnellement, je t'aurais ramené des knacks. Des knacks ? Des knacks, c'est des saucisses allemandes de chez nous. Ah. Parce que vive l'Alsace. Voilà, donc effectivement, tu viens d'Alsace. Oui, je viens d'Alsace. Et je t'aurais ramené ça. Ouais. Je t'aurais ramené une flamencuche. Oui, une tarte évidemment. flambée. Évidemment. Voilà, forcément, je t'aurais ramené ça. Ça, c'est clair. Et je t'aurais ramené... Oh, je t'aurais ramené en ce moment, en plus on a le marché de Noël en ce moment. Oui. Donc je t'aurais ramené du bon vin chaud. Oh bah. Ah, du bon vin chaud à déguster. Ou du pomme miel. Ça aussi, c'est très très bon. Alors là, franchement, Ça, tout c'est ça... Tu vois, c'est dommage que je sois pas venu chez toi pour le coup, parce que là, ça donne envie, là. Bah, tu sais, ça veut pas dire que tu peux pas venir. Hein. Il y a toujours une chambre chambre non, pour bien toi, sûr, si jamais. bien sûr. En plus, j'aime beaucoup cette région, j'aime beaucoup ce coin-là. Ah oui, les Vosges aussi, c'est très très beau. Hein. Exactement. Très, très beau. Alors, l'autre tradition, c'est de lire la description Instagram. Ok. Donc, ta description, le maire Guillaume, photographeur. On a le drapeau Italie et le drapeau France, on expliquera après. D'abord, ouais. Strasbourg, on le disait. Oui. Wild of Belga, qui est donc un autre compte. Oui, mon autre compte paysage. Voilà, spécial paysage. Et c'est grâce à vous d'ailleurs que j'ai commencé à avoir plus de paysages. Un shooting ou des cours photos, DM-moi. Ouais. Créateur Nikon FR. Oui. Ambassadeur Aftershoot Co. Oui. Prof à l'ISA Strasbourg. Oui. Et il y a même aussi le petit lien, les Eyes of Belugiens. Ouais, les Eyes of Belugiens, c'est une blague d'un de mes abonnés et depuis on l'a gardé. Voilà, et qui en fait est ton canal sur lequel je partage tu partages des choses. Ouais, des infos, mes dernières retouches un peu en preview pour les gens et plein d'infos sur les événements. Ça c'est plutôt sympa. En plus, je vois qu'il y a 552 membres sur ton canal. Ouais, assez donc content. C'est plutôt cool. Alors, je pense que c'est la première question que je vais te poser. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ton pseudo, évidemment, Eyes of Belga? Oui. Alors, c'est très très drôle parce que ce pseudo-là, je l'ai eu dès le début que j'ai commencé. Ok. Même si au tout début, quand j'ai créé la page, donc il y a 6 ans maintenant, je m'appelais photographie en anglais Il Belga. Ok, photographie Il Belga. Il Belga, vraiment italienne, ouais. Ok. Et mais je savais que j'allais m'appeler Eyes of Belga parce que, en fait, déjà dès que j'ai commencé la photo, je savais déjà que je devais me trouver un peu un nom d'artiste. Et je voulais pas faire comme beaucoup de gens font le réseau. Alors c'est pas un mal, mais je voulais pas m'appeler Guillaume le maire photographe sur Insta ou photographie quelque chose. Ok. Je me suis dit je trouve ça sort pas du lot quoi. Ouais. c'est ça, c'est mon avis. Puis perso. c'est aussi le principe des réseaux sociaux, c'est que c'est toujours bien d'avoir un pseudo. Oui, c'est ça, un pseudo, ouais, totalement. Et je trouve ça vraiment très important. Donc je préfère un truc anglais. Parce que mon but, je savais déjà que c'était pas de rester sur un seul continent, enfin un seul pays ou un seul continent. Ouais, ok. Je savais pas à ce moment-là de ma vie où j'étais, parce que c'était ce moment-là que j'ai déménagé en France. Ok. Donc je savais pas encore, quand j'ai commencé à 6 ans la photo, je savais pas encore où est-ce que j'allais développer, du coup, ma page et la photo. Et du coup, morale de l'histoire, j'ai préféré utiliser un nom anglais, international, ça parle à tout le monde comprend, c'est assez compréhensible. Donc eyes, parce qu'on utilise les yeux, forcément, pour les photos, forcément. Off, du coup, du. Et Belga, ça, en fait, c'est parce que ça représente un peu mes deux origines, donc italien et belge. Ok. Et en fait, Belga, ça veut dire belge en italien. Et belge en italien, voilà. simplement. Et comme ça parle un peu. Donc les yeux de la Belgique. Les yeux de la Belgique. Ouais, en gros. Eyes of Belga. C'est mieux quand même Eyes of Belga que les yeux de la Belgique. Oui, c'est ça, exactement. T'as tout compris. Tout de suite, dès qu'on le passe en anglais, ça a un peu plus de style. Ouais. Et puis après, tout simplement, fallait que ce soit court, efficace, que ça se retient facilement et que ce soit très prononçable. Alors, tu parlais de l'Italie, de la Belgique, ton arrivée en France. Est-ce que tu peux expliquer globalement ton parcours Ouais, bien sûr.
Alors, je vous mets un peu des âges et la temporalité. Ouais. Moi, j'ai commencé la photo à 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25. Et en fait, à 19 ans, j'ai déménagé de chez moi en Italie. J'habitais à l'île d'Elbe. Donc, c'est une île à côté de la Toscane. Oh, sympa. Et où Napoléon a fait ses 3 mois. C'est pour qui connaît. Okay. Et donc, après, moi, j'ai déménagé directement à Strasbourg. Parce qu'en fait, c'est un moment de ma vie où j'étais, je vais être sincère, j'ai pas de problème à en parler. C'est un moment de ma vie où j'étais perdu. Je venais de finir le lycée. J'étais très paumé dans ma vie, j'étais seul dans ma vie, j'ai été dépressif pendant 1 an. Donc j'avais besoin de changer d'air, changer de vie, parce que l'Italie c'est un très très beau pays, j'adore les gens, mais c'est pas un lieu d'opportunité ou un lieu d'avenir pour moi. Donc j'étais en mode faut que je change de vie. Et en fait j'ai 3 meilleurs amis, un des 3 qui du coup qui lui on se connaît depuis qu'on est petit, et il venait en vacances où j'habitais à l'île d'Elbe, parce que c'est une île très vacancier, très saisonnier. Et en fait, on se connaît plus quand on est petit, il venait chaque année, pendant l'été, 1 ou 2 semaines en vacances. Et on se voyait à ce moment-là, et du coup, l'été 2019, moi, je disais à mon pote, je dois bouger. J'ai besoin de bouger, je sais pas quoi faire. Et lui me dit, mais je parle déjà un peu français, pourquoi pas ne pas venir en France, à Strasbourg? Parce que lui, il habitait là-bas, du coup. Et moi, je me suis dit, au moins, je connais une personne. Je suis pas totalement laissé délibérer. Oui, c'est ça, t'arrives pas, tu connais personne dans une région, dans un nouveau pays. Exactement. Et donc, en plus, c'est mon meilleur ami d'enfance, donc je m'en sentir un peu moins paumé. Et d'ailleurs, je remercie lui et ses parents, parce que ses parents me connaissent depuis que je suis petit, ils m'ont bien aidé à arriver, parce que je suis arrivé en France avec 500 €, c'était pas drôle. C'était pas très drôle du tout. Et puis voilà, donc je suis arrivé à Strasbourg, nouvelle vie, nouvel monde. Et moi, je passe de vivre dans un village de 2000 personnes à une métropole, donc ça fait très très bizarre. Ça fait très très bizarre. Dur le temps d'adaptation, même si je parlais déjà un peu français. Oui, donc ta langue natale, c'est l'italien. Ma langue natale, c'est l'italien, mais mon père est belge, et du coup, il m'a appris un peu le français. D'accord, ok. Donc ça joue. Mais après, j'ai arrêté de parler le français depuis mes 2 ans jusqu'à mes 19, quoi. Ah ouais, je parlais que avec mon meilleur ami d'enfance en été, quoi. Sinon, je parlais jamais français, quoi. D'accord. Donc j'étais un peu rouillé quand même, mine de rien. Mais ça va. Et puis après, je suis arrivé à Strasbourg, du coup, en septembre 2019. Et en fait, je cherchais déjà un boulot, le temps de trouver un appart et tout. Donc mon ami m'a hébergé, enfin les parents m'ont bien aidé d'ailleurs. Merci Clarisse si tu écoutes ce podcast. Et puis après, donc j'étais très paumé dans ma vie, encore une fois. Je faisais un boulot alimentaire, supermarché et tout. Et je devais bien trouver de l'argent. Et en fait, tous les dimanches, j'avais pas encore d'amis, j'avais pas encore de connaissances, donc je me retrouvais très seul. Mon meilleur ami faisait ses trucs, mais des fois je l'accompagnais, des fois je l'accompagnais pas, bref. Ouais, lui, il est pas du tout dans la photo. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Et donc, j'étais en mode, faut que je me trouve une passion dans ma vie. J'ai pas de passion à part regarder, jouer aux jeux vidéo de temps en temps. Enfin, j'ai pas beaucoup de passion. Et en fait, je suis un youtubeur italien qui faisait du portrait dans la nature. Et ça m'a beaucoup inspiré. Et d'ailleurs, pour qui veut la référence, c'est Walter Quite. C'est un photographe italien de Toscane, bref. Et du coup, mon rêve d'histoire, je devais trouver une passion, lui m'a inspiré, j'avais 600 balles et je me suis acheté mon premier APS-C Nikon et j'ai commencé comme ça la photo. Et pour l'anecdote, du coup d'ailleurs je sortirai un qui parle de ça, j'ai reçu la caméra, j'ai vu mon meilleur pote, j'ai fait vas-y on va faire des photos et j'ai fait des portraits. Et normalement les gens ils se découvrent beaucoup quand ils commencent la photo, ils testent un peu tout, ils vont prendre tout et n'importe quoi en photo, c'est normal. Et du coup, moi j'ai fait des portraits de mon meilleur ami, j'ai reçu le colis, j'ai fait des portraits, et là j'ai dit putain je suis amoureux des portraits, et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. C'est comme ça que c'est venu. Justement, j'allais te poser cette question-là, c'est quoi ton plus vieux souvenir à la photo, ton premier rapport à la photo? C'est à ce moment-là, c'est à 19 ans, quand tu commences à faire du portrait, à tester les choses? C'est drôle parce que, en fait, sans vouloir et sans m'en rendre compte, je pense que j'ai déjà eu plusieurs fois dans ma vie des rapports avec la photo, sauf que je m'en suis jamais rendu compte. Première chose, déjà, ma mère, elle me raconte, et je pense que c'est le destin quand même, des fois, est bien fait. Ma mère, quand elle était en grossesse de moi, elle est allée en vacances à Venise, en Italie, et elle avait pris beaucoup de photos à l'argentique de ce moment-là. Et en fait, 3 ans après, ils sont retournés en vacances là-bas. Bon, moi, j'avais 3 ans. Et du coup, en fait, elle avait toujours ce Canon à l'argentique. Et du coup, apparemment, moi, quand j'étais petit, je voulais tout le temps prendre des photos avec. J'étais tout le temps en main avec. J'ai des photos en plus de ce moment-là. Enfin, ma mère a une photo qui a été prise avec un autre appareil jetable de moi avec l'appareil photo en main. Très très drôle d'ailleurs. Et puis voilà, donc ça a été mon premier rapport à la photo. Voilà, ça m'a toujours rendu curieux. Et ma mère, quand j'avais 10 ans, elle avait acheté les compacts
Et c'était une Samsung en plus, très drôle d'ailleurs, une Samsung compacte avec le flash, on voit très bien un peu le modèle, je pense, pour les gens. Et c'est vrai que j'étais très à faire beaucoup de portraits de mes parents et des portraits de mon chien. Et j'ai fait ça pendant 1 an au pif, quoi. Et après les choses, le temps a fait son cours et je crois que j'avais 14-15 ans et en fait j'aimais beaucoup prendre des photos quand je faisais des sorties dans la nature de mes potes avec le téléphone. J'adorais, je les faisais poser, je les faisais trucs. Et en fait tout ça, je me rends compte que maintenant. Avant, je suis jamais. Des lointains souvenirs. Oui. Et après, le chemin de vie a fait que, voilà, t'as fait des choses et l'amour vraiment, la passion de la photo est arrivée à 19 ans, 19-20 ans, voilà, quand t'as vraiment voulu te lancer là-dedans. C'est ça. Mais après la réflexion, après quelques réflexions, tu reviens dans le passé et tu dis, ah, en fait, j'ai quand même fait un peu de photos avant. C'est ça. Et tu dis aussi, je pense que la vie est bien faite dans le sens où je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment destinées des fois et sans m'en rendre compte, je pense qu'il y avait certains trucs qui faisaient appel, tu vois. C'est comme le truc de, j'étais petit, je faisais des portraits. Je prends mon premier appareil photo à 19 ans, je fais du portrait, je sais ce que je veux faire. C'est même pas j'ai le doute, tu vois, en mode j'explore. Non, c'est le portrait. Ouais, en fait, c'est inconsciemment, t'avais déjà fait ça quand t'étais petit. Oui. Et du coup, voilà, le premier truc qui te vient, c'est non, je veux faire du portrait, quoi. C'est ça, exactement. C'est drôle. C'est bizarre. Donc je me dis la vie est bien faite. Alors on va parler justement de ton travail. Tu fais du portrait en pleine nature. Oui. Est-ce que tu as déjà réfléchi à pourquoi tu fais ça? Et je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est très très paradoxal ce que je vais dire. J'adore l'humain mais je le déteste à la fois. Je l'adore mais je le déteste à la fois. Et je pense que c'est un peu cette dualité dans mes portraits. C'est-à-dire que j'aime beaucoup intégrer l'humain parce que ça raconte facilement de l'émotionnel. Et en même temps, je suis beaucoup connecté à la nature. Et j'aime beaucoup la nature et c'est vraiment un besoin que j'ai très souvent et du coup forcément je pense que j'ai juste mélangé deux choses qui me plaisent, c'est de l'humain, du contact et de la nature. Donc principalement je pense que c'est ça, et aussi parce que je trouve que la nature a plein de choses à nous raconter et plein de couleurs, plein de lumière, plein de réverbérations, de réflexions qui se créent à travers la nature, et je sais pas, ça me fascine, je trouve. Et chaque lieu est propre à soi en plus. J'ai l'impression quand même avec les réseaux sociaux, Instagram surtout, qu'il y a alors je vais pas dire effet de mode parce que c'est pas vraiment ça, mais il y a en tout cas il y a de plus en plus de gens qui font du portrait en pleine nature quand même. En tout cas qui font des photos de paysages avec des personnes dessus, que ce soit de dos à regarder le paysage ou complètement plein face comme toi tu fais. Mais totalement, oui, c'est vrai. Je pense que c'est potentiellement un effet de mode, hein. Je devais être dans cette génération-là, ça a dû m'inspirer et probablement je me suis inculqué de ça. T'as suivi le courant sans vouloir, hein, volontairement, mais très très probablement. Et par rapport aux personnes que tu prends en photo, est-ce que tu essayes de transmettre quelque chose aussi à travers les regards et les poses que les modèles peuvent prendre? Alors, je pense que sur ça, je dois être un peu bizarre, dans le sens où des fois c'est juste de l'instinct, dans le sens où il y a des gens où je sais pas, je ressens pas d'émotion, du coup je vais chercher de l'esthétisme dans la photo. Et il y a des gens, à travers leur regard et leur caractère et leur physionomie, ils vont plutôt m'inspirer de l'émotionnel. Et du coup, là, je veux beaucoup plus sur de l'émotionnel que de l'esthétisme. Donc, ça dépend vraiment des personnes. Vraiment, mes portraits, j'ai remarqué que selon du feeling que j'ai avec la personne, le ressenti que j'ai à travers la personne, que ce soit un client ou du personnel, il va m'inspirer quelque chose et je vais bâtir la photo à travers ça, quoi. Ouais, tu t'adaptes, en fait, à chaque fois à la personne que tu as en face de toi, en fait. C'est ça, exactement. Et ce style que tu as en portrait, parce que, comme je disais, il y en a beaucoup qui font maintenant du portrait en pleine nature, mais ton style est assez identifiable parce qu'il est très coloré. Oui. Très très coloré. Comment ça t'est venu ça? Parce que tu aurais pu faire ce choix aussi d'avoir une esthétique un peu désaturée, comme voilà, on en parlait tout à l'heure justement des photos de mariage où la tendance c'est justement un peu de désaturer les couleurs. Toi c'est un peu l'inverse justement. Tu boostes bien la saturation et les couleurs, et c'est justement ce qui te démarque, je trouve. Oui, c'est vrai, totalement. C'est un peu dangereux parce qu'aujourd'hui les gens ils aiment moins ce genre de choses. Ça a été tellement revu ce genre de couleur je parle déjà de 2014, 2015, 2016. On a toujours cherché ça. Et en fait, il y a saturé pour moi. Dans le sens où moi c'est drôle parce que c'est le commentaire que les gens qui sont plus axés retouches et qui s'y connaissent vraiment bien, ils comprennent un peu qu'est-ce que je fais. Et ils se disent c'est drôle parce que c'est saturé, mais à la fois on n'a pas l'impression que c'est saturé.
C'est-à-dire qu'on sent que t'as pas touché le curseur de saturation. Mais Ouais, t'as popsé mais les couleurs. je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Tu as popsé les couleurs, mais tu les as pas saturées. Ouais. Et c'est vrai, c'est une façon de faire, c'est une technique en retouche. Et c'est ma technique à moi, perso. Et en fait, tout simplement parce que j'aime les couleurs vives, mais en même temps, on le sait, la saturation, c'est pas forcément super beau. C'est pas. Oui, bah après, dès que les couleurs sont poussées au max, Voilà. max, c'est un peu. C'est Waouh. totalement ça. Maintenant, de comment c'est venu et comment ça a été fait, franchement, je serais pas très t'expliquer, dans le sens c'est me venu naturel, c'est me venu instinctivement. Quand j'ai commencé tout début de la photo, moi j'aime beaucoup Tumblr, pour qui connaît, c'est très ancien. Ouais, maintenant. exact. Ouais. J'aimais bien les couleurs Tumblr, et Tumblr c'était un peu désaturé, en vrai de vrai. Mais je sais pas pourquoi, moi je me suis dirigé vers de la couleur, et c'est parce que c'est mon kiff, et parce que moi j'aime pas les photos désaturées, c'est mon truc, tu vois. Bon, de toute façon, c'est le gros avantage de la photo en couleur. termes d'art, c'est que tout le monde fait ce qu'il aime faire, ce qu'il a envie de faire. Il y a des gens, voilà, moi je suis très clairement dans la désaturation totale. Et toi, c'est l'opposé, mais voilà, on a vraiment des styles différents. Mais ça empêche pas aussi aux gens d'aimer tous les styles, quoi. Bah, bien sûr. Ça, c'est des goûts et des couleurs, comme on dit. Hein. Ouais. Et effectivement, les couleurs, hein, ouais, pour le coup. Et cette particularité, justement, de faire du portrait en pleine nature, ce serait intéressant d'expliquer, toi, la façon dont tu fais les photos, c'est en pleine nature. Est-ce que ça te crée des contraintes? Bien sûr. Ou des fois aussi, ça t'aide? Ça peut être les deux. Ça dépend. En fait, il y a quand même un facteur chance. Mais en fait, quand tu commences la photo et que tu fais ce genre de contexte, on va dire que ça devient beaucoup un facteur chance et d'aléa. Sauf qu'avec le temps, tu apprends à connaître la nature. On devient météorologue, on devient, je sais pas, rechercheur environnemental. Enfin, vraiment, ça devient un vrai truc. Et quand du coup, t'apprends avec le temps, en fait, là, cette chance, tu te la crées toi-même de plus en plus. Complètement. Donc, en fait, tu as de moins en moins de contextes où tu vas te retrouver vraiment dans le caca. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, s'adapter, toujours. Bien sûr, toujours la capacité d'adaptation et de savoir. J'en parle beaucoup dans mes cours de lumière naturelle, parce que c'est surtout ça qui joue à la fin, hein, quand on fait des photos en extérieur. Je disais que il y a de la contrainte environnementale, il y a le fait du jour et de la nuit, il y a le facteur météorologique, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, du secteur dans lequel tu te retrouves. Et du coup, je disais que, je dis souvent à mes élèves que, en fait, quand plus tu vas apprendre comment anticiper tout ça, et plus tu vas moins te retrouver dans les contraintes, en fait. Ouais. Ce sera plus en fait, ton défi ne sera plus un défi. Ce sera plus une contrainte. Au contraire, ce sera un bénéfice. Ça vient aussi beaucoup avec l'expérience. Bien sûr. Ça, c'est totalement. Et, comme dit, ça, c'est une chose qui vient avec le temps. Après, il y a toujours des facteurs. Je donne un exemple. Moi, des fois, j'ai juste une occasion pour faire une type de séance dans ce lieu-là. Je pourrais pas le refaire à un autre moment. Je vais devoir m'adapter dans tous les cas. Je donne un exemple tout bête. Imaginons que je dois faire des photos chaudes avec une émotion joyeuse et tout, et en fin de compte je me retrouve en plein hiver dans une plage en Normandie. C'est là que je vous dis la capacité d'adaptation, c'est qu'en fait je me dis ok, on change complètement de thème, on va faire des émotions nostalgiques, tristes, et c'est à moi de m'adapter. Mais en fait je vais quand même faire passer un beau message, c'est juste que ce sera pas celui initial que je voulais. Oui. Mais c'est à moi de m'adapter, de trouver une nouvelle thématique, une nouvelle émotion à transmettre. En fait. Ouais, c'est ça. Et c'est à moi de m'adapter, mais en fait dans tous les cas tu peux réussir quand même à faire des très belles photos. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, c'est le résultat final qui compte. C'est comme des fois, j'ai des clients, ils veulent faire une séance ensoleillée et tout. Et le jour J, on arrive, et en fait, il n'y a pas de soleil. Et ils me disent, c'est peut-être mieux de faire la séance à un autre moment. Et je leur dis, non, on va faire comme la séance. Ouais. Juste, le message, il y aura un autre rendu, mais le message sera le même. Exactement. Et ce sera tout autant aussi beau que si tu avais eu un peu de soleil. Ouais. C'est drôle, hein, ce que tu dis, parce que, enfin, toi, c'est vraiment de l'adaptabilité. Moi, j'avais entendu parler d'un photographe qui était allé voir un photographe américain très connu, qui lui fait aussi du portrait en extérieur, pas que du portrait, il fait beaucoup de publicité. Et lui, il est vraiment du genre, il attend une lumière précise. S'il n'y a pas cette lumière-là dehors, il annule le shooting. C'est vraiment, ça vient du photographe. Il n'y a pas de, on fera quelque chose quand même, il y aura un rendu. Non, lui, c'est vraiment, non, on sort pas, ça sert à rien de sortir le matériel, on va rien faire. Moi, je comprends parce que des fois, ces gens-là, ils ont des idées très précises. Et je comprends totalement. Moi, bientôt, j'aimerais, dans quelques années, sortir la photographie pour flemmards. Vraiment. Ce sera le titre. C'est même pas la photographie pour les nuls, mais c'est pour les flemmards. Ce sera la photographie pour flemmards parce que je suis un flemmard, je l'avoue. C'est pour ça que je fais de la photo en extérieur. Juste besoin du boîtier et un peu de créativité. Ouais, parce que tu t'encombres pas de lumière sur batterie ou quoi que ce soit. T'exploites la lumière naturelle, quoi. C'est ça. Et puis même en dehors de ça, le gars que tu viens de parler avant, l'artiste, je pense que lui, il a quand même
il a pas des contraintes, mais il doit avoir quand même des rendus à donner, tu vois. C'est-à-dire qu'il a une idée précise, il sait qu'avec il va faire un livre, une expo ou quelque chose, et du coup il sait qu'il veut tel résultat et il a besoin de tel résultat. Moi je suis vraiment dans, moi quand je fais des photos, c'est pour ça que j'aime bien la photographie, c'est la simplicité de la chose, et c'est pas le... Bien sûr qu'il y aura des séances dans ma vie, une fois ou 2 fois l'année, où il y a vraiment, j'ai besoin d'un truc précis parce que j'ai un rendu précis à avoir, bien sûr. parce qu'il y a des conséquences. Oui. Mais les 3 quarts des fois que je fais des photos, il n'y a pas de conséquences pour moi. Enfin, on fait de la photo et on verra. Et c'est très bien comme ça. Et j'aime bien ce côté un peu surprise. On verra. Oui, c'est ça. Ça peut, la photo peut pas s'attendre à quelque chose et au final, voilà. T'arrives devant ton ordinateur, tu tries les photos, tu les regardes et tu fais ah mais en fait, mais oui, bien sûr. Vachement bien ce qu'on a fait. Exactement. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, 1 an tout pile après, on va refaire une séance à la plage. En Loire-Atlantique, et d'ailleurs dans ma vidéo YouTube qui va sortir j'en parle, il y a 1 an tout pile, le 2 décembre il y a 1 an, et j'avais fait une séance, et en fait à la base il y avait une météo comme aujourd'hui, un peu nuageux mais un peu soleil. Moi j'étais trop content, je veux faire ça à la plage avec une modèle et tout, et donc en fait à fin de compte il a fait très mauvais, beaucoup de vent, beaucoup de nuages, et des nuages épais, noirs, enfin franchement une ambiance lumineuse. C'est tout ce que j'aime. Alors ça peut être très bien, mais ça peut être compliqué des fois quand même en photographie. Et en fait, ce jour-là, la modèle me dit, est-ce que t'es sûr quand même que tu veux faire les photos? Moi, j'ai dit, oui, on essaye quand même. Et en fait, en fin de compte, je dis la vérité, c'est dans mon top 5 de mes séances de vie. Ouais, c'est vrai. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le résultat, j'ai beaucoup aimé. Et tout ça pour dire que, en fait, moi, j'aime bien la surprise. Alors, des fois, on va retourner à la maison, on sera un peu déçu, ou juste en mode, ouais, c'est sympa, mais sans plus. Mais autant, des fois, t'auras beaucoup de belles surprises, alors que rien n'était prévu comme il était prévu. Ouais, complètement. De bonnes surprises. Il faut faire confiance à l'inattendu. Exactement. Et moi, j'aime bien ça. Les photographes, ils sont des fois totalement l'opposé. Moi, je suis plutôt dans ce facteur-là. Ouais. Je trouve que c'est plus amusant. Et moi, j'aimerais savoir un peu, et je pense que ça peut intéresser pas mal de gens, comment tu organises tes shootings? Parce que tu fais souvent des shootings portraits, nature, en voyage. Comment ça se passe? Tu contactes les modèles via Instagram ou sur des agences? Est-ce que les modèles viennent à toi? Et après, comment vous choisissez le style? Est-ce que vous le faites ensemble? Est-ce que tu proposes un style avec des accessoires, des habits spécifiques? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe, la préparation? Alors pour moi, c'est encore un peu nouveau. Parce qu'en fait, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que je commence à faire des portraits vraiment plus en voyage. Et du coup, je contacte des gens plus sur place au lieu d'en ramener avec moi. Parce que d'en ramener avec moi, ça ramène à la contrainte de... il y a le trajet, il y a... les filles ont pas forcément les sous pour partir en voyage, ou c'est juste le travail. Donc c'est très compliqué de trouver... la gestion d'organisation de planning. est très compliqué. Troisième chose, ça c'est moi, mais c'est parce qu'avec le temps, je commence à aimer de plus en plus de prendre des gens locaux. Ouais. Je préfère. Ouais, c'est sympa aussi. Totalement. Donc maintenant, comment ça se passe à ce niveau-là, c'est que ça se passe que je contacte les gens, que par quelle plateforme, par quel biais, souvent Instagram forcément. Ouais. Bah, tu mets des stories d'ailleurs aussi. Oui. Là dernièrement, t'as mis des stories pour dire je serai à tel endroit au Portugal, de telle date à telle date, il y a tant de places. C'est ça. Donc c'est rare qu'il y a quelqu'un hors de la France qui va se dire ah putain il vient. Oui voilà c'est ça. C'est rare. Franchement ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois tous les voyages que j'ai fait. Donc je cherche beaucoup sur les réseaux, c'est des heures de recherche. Vraiment c'est chiant. Donc tu passes du temps quand même à chercher les modèles sur place. Ça dépend de la destination. Oui. Ça m'oblige des fois à aller plus dans des villes que de la nature, des lieux paumés, parce que du coup les villes tu trouves plus facilement. Par exemple, j'étais allé aux Dolomites, impossible de trouver quelqu'un. Bah, les Dolomites, en termes de ville, voilà. dans les Dolomites, alors, ça reste une chaîne de montagne, donc sauf si tu trouves la personne parfaite qui habite un chalet devant les Tressimé, c'est ça. C'est un peu compliqué, quoi. Exactement, donc c'est sûrement des films mais qui sont pas sous les réseaux ou cachés, va savoir. C'est très compliqué, quoi. Donc là, dans ce cas-là, ça m'oblige à ramener quelqu'un avec moi. Ouais. J'ai plus trop le choix, quoi, à ce moment-là. Donc souvent c'est par les plateformes d'Instagram. Quand c'est des grandes villes, par exemple à Londres, j'avais jamais pensé, mais en fait il y a plein de gens qui font ça. Et ils trouvaient des mannequins. Je me dis mais comment il a trouvé le mannequin alors qu'il est pas de là-bas et tout. Et je me posais la question et en fait c'était totalement très débile. Juste ils contactaient des agences. Ouais c'est ça. Alors pour avoir commencé à travailler de plus en plus avec des agences quand je me déplace, on fait ce qu'on appelle des tests shoot. Les agences, ils te filent souvent des mannequins, mais c'est des mannequins débutantes qui ont besoin de remplir leur portfolio, donc t'auras pas non plus la mannequin super experte et super développée dans son domaine. Mais c'est comme des mannequins, et ils ont forcément des beaux profils et des profils atypiques.
Par contre, il y a quand même des contraintes et du coup, moi, je commence à me dire de plus en plus, je suis pas très fan de travailler avec les agences parce que je donne un exemple. Je vais sortir un livre et c'est 99 portraits d'ailleurs et donc il y a beaucoup de portraits et il y a des portraits par exemple que j'ai fait à Londres. Et ben et c'était la première fois que je travaillais que full agence. Donc j'avais eu 4 portraits à Londres en 2 jours et c'était full agence et personne m'a accepté que je passe dans le livre quoi. Ah ouais, Ils voulaient d'accord. pas. Pour des raisons de droit, de droit et surtout d'argent. Oui, ils disent c'est le mannequin, elle a besoin de gagner ses sous avec les photos donc faut faire payer. Quoi. Ouais. Alors autant le shoot je l'ai pas payé, mais par contre être dans les droits entre guillemets de diffusion, c'est payant, de publication. Ouais. Donc voilà, donc c'est un peu chiant sur ce niveau-là. Ouais. Donc oui ça peut être sympa, mais pas tous les shoots quoi. Ouais. Donc à modérer. À Barcelone par exemple, j'étais à Barcelone, c'était une des premières fois que je travaillais avec des agences et j'ai fait un shoot sur 3 agences et le reste j'ai dû chercher. Sauf que quand tu cherches, c'est beaucoup plus ça prend plus de temps, faut trouver. Ouais, c'est ça. T'envoies une 50aine de messages, il y en a les 3 quarts qui ne verront jamais ton message. Un quart te répond non, je suis pas dispo à ce moment-là, désolé, je suis en vacances. Oui, il y a de la disponibilité. Ça m'arrive aussi, il y a juste des filles, par exemple, j'étais allé en Allemagne à Köln, il y a des filles qui m'ont dit en fait ton style me plaît pas du tout et ça m'intéresse pas parce que forcément avec le temps je cherche de la qualité entre guillemets sur le résultat photo. Donc j'ai beau avoir une bonne lumière, le contexte, tout ce que tu veux, mais faut que ça plaise aussi à la personne en face. Hein, voilà. Et le sujet est aussi important, donc je choisis des gens qui sont habitués à poser, qui sont ils ont du charisme. Je recherche même plus tellement l'esthétisme, le photogénisme en photo, je cherche le charisme. Ouais, et ce que la personne dégage, plutôt que la beauté physique. Et ça, c'est vraiment même ça peut être dans le regard, dans l'attitude. Et c'est souvent du coup, souvent les mannequins, c'est surtout pour leur charisme qu'ils sont choisis. Ils ont un charisme, ils sont photogéniques bien sûr, mais il y a un côté charisme qui est là. Et ces gens-là, souvent ils ont besoin de photos très standards, très pola. Je sais pas pour qui ça parle, mais très pola, très standard. Et du coup, forcément, quand ils voient un peu mon style un peu foufou, ils disent moi ça m'apporte rien, tu vois. Et donc ils me disent gentiment non, ça m'apporte rien, j'ai pas besoin de faire des photos avec toi, je suis prêt en photo tous les jours. Je m'en fous. Donc voilà, ça arrive. Et après, 2 personnes sur 50, ils vont me dire trop chaud, trop content, vas-y on fait. Ouais, c'est ça. De toute façon, plus tu prospectes, plus tu as de chances quand même d'avoir 1, 2, 3 personnes qui acceptent. Et pour le style, style du shooting. Ouais, pour le style du shooting. Désolé, je m'en rallonge beaucoup. Mais donc pour le style du shooting, donc je démarche une fois qu'ils me disent oui. Là, j'ai très souvent déjà mes idées. Je sais ce que je veux. Ouais. T'as une idée quand même en tête. Forcément. Après, je suis très ouvert à la discussion. C'est-à-dire que le lieu, souvent, je l'impose. Par contre, ça, y a pas de mais pourquoi. C'est je veux celui-là, parce que c'est moi qui voyage, c'est moi qui. Ouais, d'accord. Donc j'impose. Maintenant, au niveau du style, je propose souvent des moodboards. Avant, j'étais très un peu one again et je me rends compte que, j'arrivais en mode on va faire ça là-bas, on verra. Tu vois. Et déjà, ça fait pas pro de mon avis, et là ça fait quelques mois maintenant que quand j'arrive je démarche, déjà les gens ils arrivent plus à se projeter, ils disent plus oui facilement, ils savent déjà ce que tu veux et tu proposes un moodboard. Alors j'explique vite fait pour les gens qui sont pas du tout dans la photo, qui écoutent l'apéro podcast, un moodboard c'est on va dire une planche d'exemple des styles que tu veux faire. Quoi. Et on peut retrouver du coup un peu le style de photo qu'on veut faire, l'ambiance qu'on veut transmettre, le vestimentaire, les accessoires et le lieu souvent aussi. Et du coup pour que la personne arrive vraiment à se projeter sur le plus proche possible du résultat final. Je propose déjà un peu des tenues mais différentes, donc il y a plusieurs choix. En fait ça laisse du choix mais en même temps je sais que les 3 me plaisent. Tu cibles quand même. Je cible totalement. Et donc ce qui est drôle c'est que souvent les gens, soit ils ont forcément quelque chose qui se rapproche, ou en tout cas, ils ont souvent des potes créateurs, artistes, qui font forcément des vêtements, ou ils connaissent des magasins vintage, parce que moi j'aime bien souvent trouver des tenues un peu originales. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Donc une fois proposé, on s'organise, on trouve une date, une heure, et on espère que ça se fasse. Donc organiser un shooting de portrait, c'est quand même beaucoup de l'humain, évidemment, parce que on prend une personne en photo. Il y a de l'ego. C'est pas juste shooter une personne, pas échanger avec elle, c'est vraiment une discussion en amont. Toujours. Je vais vous dire la vérité, je pense que la catégorie la plus compliquée à faire en photographie, c'est du portrait, mais du portrait un peu stylisé, quoi, pas du reportage, pas des photos dans la rue, des portraits dans la rue. Non, c'est beaucoup de boulot en amont, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'orgas. Et le shooting lui-même, comment tu fais sur place au niveau de la créativité? Comment t'organises pour savoir quoi shooter, à quel endroit, quel angle je prends? On parle un petit peu plus sur le côté technique, mais ce serait intéressant de développer. Alors ça c'est drôle parce que tu vois, on peut parler du photographe comme on a dit avant par rapport à la lumière. S'il n'a pas ta lumière, il fait rien.
Et donc, ou alors il y a beaucoup de gens qui veulent absolument se projeter beaucoup sur déjà un résultat qu'ils ont vu en amont. Ils se disent je veux absolument faire cet angle-là, comme ça, comme ça. Moi, je suis pas de cette école-là du tout. Je suis de l'école de l'impro. Et en fait, encore une fois, l'impro et les résultats, plus t'as de la connaissance, et plus, même quand t'es un pro, t'en sortiras quelque chose de bien. Yeah. Et moins, forcément, quand tu débutes, tu fais de l'impro, bah, t'auras plus facilement des résultats moins intéressants. Ouais. Et aujourd'hui, je fais toujours de l'impro parce que c'est mon école du flemmard. Ça, c'est mon la école. fameuse. La fameuse flemmardise Ouais. déjà, j'organise le shooting, je prépare un mood board. Déjà, pour moi, c'est un effort de fou. Et donc, moi, quand j'arrive sur place, de toute façon, déjà, le météo, je le contrôle pas, donc je vais m'adapter par rapport à ça. Ouais, alors, j'explique, tu dis toujours le Oui. météo. La Parce météo. que ça peut choquer des gens. Pourquoi il dit Oui. le météo? Non, Ouais, la voilà, météo. origine italienne. Donc, Oui, c'est la le météo. Parce météo. que pour nous, le météo, c'est masculin Ouais, c'est ça. en italien. Je le dis parce que on était au salon de la photo il y a pas très longtemps avec tout le groupe de photographes. D'ailleurs, on les salue s'ils nous écoutent. Sauf un qu'on ne salue pas. On dira pas qui. Et à chaque fois, on t'entendait à ta conférence où tu disais le météo, on était tous ah ouais, non, c'est pas le météo, c'est la météo. Il se trompe. Oui, c'est vrai. C'est mes petits tics de langage de la traduction de mon. Non, faut assumer. C'est tes origines. Ah bah bien sûr. C'est le météo. On va dire le météo. Oui. Moi, je vais dire ça maintenant. Et donc je disais, je m'adapte beaucoup par rapport à la météo. Et donc en fait après à partir de là ça reste de l'impro. Franchement je suis là en mode allez hop je prends cette optique là on va faire ça, on va essayer ça, ok ça me plaît pas, hop on passe à autre chose. J'ai beaucoup été comme ça parce qu'en fait je me rends compte et ça tout le monde, franchement je pense qu'il y a des gens qui vont comprendre, il y a beaucoup de gens quand ils veulent absolument un résultat similaire à ce qu'ils ont vu avant par rapport à des inspirations qu'ils ont vues. Ouais. En fait je vous le dis, peut-être que je me trompe mais moi je pense pas. Mais en fait, quand on attend trop un résultat, déjà, quand on a trop une idée en tête de ce qu'on veut, et qu'après on essaie de faire la photo et on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, ou en tout cas on n'est pas assez proche, on va être super déçu. Ah oui. Et en fait, c'est sûr. l'impro permet que tu n'es jamais déçu. Franchement, quand j'ai fait de l'impro, j'ai jamais été déçu. Les rares fois où je me suis trop projeté en amont sur le résultat que je voulais, j'étais très déçu. Et du coup, morale de l'histoire, quand je fais de l'impro, je suis tout le temps surpris. Maintenant, c'est rare que je fais une séance sur mode, en fait, quand j'aime pas. C'est très très rare. Franchement, ça arrive rarement. Ouais, donc ta créativité, elle vient vraiment quand t'es sur le lieu, t'as la modèle devant, et puis que tu vois la lumière extérieure, que tu vois les éléments, on est dans la nature, donc ça peut être de l'herbe, un arbre, des choses comme ça, et tu te dis, ok, je vais peut-être prendre la photo en cadrant comme ça, avec ça en amorce, la lumière, elle est dans cette direction, donc tiens, mets-toi ici. Exactement. Parce que on est d'accord que quand tu prends des photos de personnes, c'est posé, enfin les personnes sont vraiment posées, ou tu les laisses un peu vivre alors, et toi tu captes des moments. Tu te souviens quand je te parlais de est-ce que tu cherches plus l'émotionnel Oui. Ben en fait, encore une fois, ça dépend des gens. Il y a des gens où ils sont très débutants, donc forcément je dois beaucoup les conseiller dans les poses. Et du coup ça amène à faire beaucoup de posing. Autant il y a des gens ils sont très autonomes, donc ils savent poser et tout, et là je vais plus rechercher l'émotionnel, parce qu'en fait c'est ce que je disais, soit je suis en recherche d'esthétisme, soit je suis en recherche d'émotionnel. Ouais. Et c'est là que ça dépend de la personne que j'ai devant. Ouais, c'est là où tu t'adaptes vraiment en fonction. Exactement, je m'adapte en fonction si ou il ou elle s'est posé ou pas. Déjà, quand je dois conseiller les poses, je suis très occupé par ça mentalement. Ouais. Du coup, j'ai pas le temps de me rechercher émotionnellement. Ça, c'est chiant. Et du coup, je dois aussi penser à mon cadrage, compo, lumière, positionnement, etc. Et par contre, quand les gens ils savent poser, je suis beaucoup plus à la recherche de l'émotionnel parce que j'ai le temps de réfléchir plus à ce côté-là. Oui, c'est ça. Toi, tu te décharges en fait de cette chose-là, et tu peux t'occuper d'autres choses de créativité. Exactement. Parce que le modèle que tu as en face, c'est déjà gérer cette Exactement. Après, si je fais du posing, mais le lieu et la lumière fait que j'arrive à transmettre l'émotionnel à travers de la couleur et de la lumière, et pas à travers de la pose, on va dire, bah là, donc, j'en profite. Mais c'est pas tout le temps le cas. Des fois, l'émotionnel se transmet beaucoup à travers la pose et le positionnement de ton sujet. Et ça, si je dois conseiller les poses, j'ai plus du mal. Alors que des fois, il y a juste des ambiances, des lieux, des lumières, et un moment qui fait que même n'importe quelle pose on fera, il y aura une transmission d'émotion, mais pas à travers la pose, mais à travers la couleur et la lumière. Ouais, d'accord. Voilà. Est-ce que c'est un constat que tu fais, toi? Parce que moi, j'ai déjà aussi fait du portrait en photo. Oui. Il y a toujours je dirais au moins les 50 premières photos
tu sais très bien que tu vas pas les exploiter. Mais bien sûr. Parce qu'il y a le côté pas mal à l'aise, mais on n'a Oui. pas encore l'habitude. On s'apprivoise aussi un petit peu avec la personne qu'on prend en photo. Et le modèle, ça apprivoise aussi le photographe qu'il est en face, quoi. Totalement. Ouais. Surtout pour les clients et surtout pour les gens pas habitués. Bien sûr, les premières photos, c'est toujours un test. C'est toujours un peu le début. C'est sûr qu'on les utilisera pas. C'est souvent le cas. Alors qu'on a des gens très habitués à être devant la caméra. Souvent, tu peux déjà commencer très vite. Ouais, le résultat vient bien dès le début. Hein, ouais. Mais ça dépend, bien sûr. On va parler un petit peu d'Instagram. Parce que c'est le réseau social sur lequel tu es le plus, que tu partages le plus. Je pose toujours cette question. Est-ce que tu te rappelles, là, actuellement, sur ton compte Instagram, c'est quoi ta première photo sur ton compte? Oui, je m'en souviens. Tu t'en souviens? Bien sûr, je m'en souviens. Vas-y, dis-nous un petit peu, juste pour savoir. Ouais, bien sûr. C'est la photo maintenant, je crois que je l'ai archivée. Mais je pense que la première photo que j'ai mise, c'était la photo de mon meilleur ami. J'ai pris en photo. Je parle pas des archives. À chaque fois, les gens me disent, ma première photo. Non, les archives, on les voit plus, donc. Oui, c'est vrai. Alors. Aux yeux de tous, sur ton compte. Est-ce que je m'en souviens là maintenant? Est-ce que tu t'en rappelles? Moi, je l'ai là devant. Oh non. Je l'ai devant moi. C'est horrible, non, je m'en souviens plus trop. Je m'en souviens la première photo que j'ai prise de ma vie, mais pas la première que j'ai mise sur Insta. Alors, si je te dis son prénom. Attends, non, pas besoin. Moi, je pense que la première photo, c'est sur un tronc, avec une balle. Non. Non, c'est pas ça. Elle s'appelle Bianca. Ah oui, j'ai tout enlevé le reste, alors. Là, c'est la photo, ça faisait déjà 1 an et demi que je faisais de la photo. Ouais. Donc, elle date de mai 2020. Ouais. Donc, assez récent, en fait. Ouais, même sur Insta. C'est récent. Mais comme dit, j'ai archivé beaucoup de trucs du passé. Ouais. Et c'est donc Histoire Bianca, Nikon D3400. Ouais. Wow. Et c'est drôle parce que cette photo, souvent quand je remonte dans le fil Insta des gens, c'est soit pas du tout dans le même style qu'ils font maintenant, ou en tout cas ça reflète pas vraiment le travail actuel. Oui. Alors que toi, on est vraiment sur un portrait de face d'une personne. Et ça ressemble beaucoup à ce que tu fais même encore maintenant, quoi. Oui, c'est vrai, ça, totalement. Ouais. Je pense que très vite, j'ai débloqué ce côté couleur et portrait, quoi. Effectivement. Et un peu mes cadrages sont restés les mêmes. Au niveau d'Instagram, on en parle souvent, c'est le sujet à chaque fois entre photographes, créateurs de contenu, c'est l'engagement, les likes, les followers, les commentaires, tout ça. Quel enfer. Quel enfer, on est d'accord. Est-ce que ça, c'est important pour toi? Oui et non. Dans le sens où, si ça dépendait que de moi, je m'en fous royalement. Ouais, c'est ça. Là, on est tous dépendants de ce fameux algorithme d'Instagram. Exactement. Si ça dépendait que de moi, et aujourd'hui, je faisais de la photo vraiment que pour passion, je m'en foutrais totalement. J'en ai rien à cirer. Mais malheureusement, aujourd'hui, en travaillant avec des marques, en travaillant... aussi juste parce que j'ai envie de gagner plus de sous. Forcément, et avoir plus d'engagement sur les réseaux amène à travailler avec plus de marques, ou juste à être plus visible, donc avoir plus de clients, et donc avoir plus de sous. Donc forcément, oui, aujourd'hui j'en suis dépendant, et s'il y a un poste qui marche pas, ça me gonfle un peu. Après, ton engagement, il est quand même, je regardais un peu, il est quand même vachement bien, hein, ton engagement. Non, il est très correct. Par rapport à il est très correct. À fin 2024, oui. On est quand même sur un engagement assez conséquent. Par rapport à la moyenne, oui, je suis totalement dans les clous. Je suis pas hyper poussé, mais je suis dans les clous, totalement. Ouais, et puis tu augmentes aussi en nombre de followers, là, récemment, t'as pris pas mal. Cette année, alors, l'année dernière, c'était catastrophique. Mais cette année, j'ai pris beaucoup, mais j'ai commencé à comprendre beaucoup mieux les outils à mettre en avant, sans forcément se taper à faire 50 réels par jour, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, l'algorithme, il y a toujours les fameuses astuces de comment gagner plus de followers, comment avoir plus d'engagement, et puis les gens vont t'expliquer. Pas se mentir, tous les gens qui ont grossi d'un coup, c'est les réels, hein. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Les gens vont t'expliquer. Globalement, c'est le réel qui fait que tu gagnes en engagement, en followers, en like. Et comme on a dit avant en voiture, on disait faut faire ce qu'on veut. Oui. Tout en attirant du monde. Et ça, c'est pas simple en vrai. Hein. C'est vraiment pas simple. Moi, j'aime poster et je veux que mes posts restent tels quels. Après, j'ai été plus stratégique sur ça en tout cas. Je sais pas si ce serait une question d'après, mais ma façon de poster aujourd'hui, parce que j'aime poster des photos, c'est le but pour moi. En même temps, j'ai envie d'être vu. Et en même temps, j'ai envie d'avoir de l'engagement. Ouais. Sauf que quand je disais une fois sur un réel, je disais que montrer ton art, c'est cool, mais c'est pas suffisant. Parce qu'il y a des gens ça va toucher, d'autres pas. Et à moins que tu es un dieu, ce qui est pas mon cas. Du coup, ça va être difficile de toucher des gens.
en tout cas, et faire en sorte qu'il y ait de l'engagement sur ton post. Parce que les gens, ils vont dire, ouais, c'est beau. Ok, hop, et c'est quoi le prochain? Donc, c'est pas comme ça qu'on va se mettre en avant. Et comme on sait que les posts, c'est moins mis en avant que des réels, faut trouver un moyen de créer de l'engagement à travers des posts. Après, alors, moi, je pense, à force d'être sur Instagram, même si je me détache un petit peu quand même depuis ces derniers mois, bien sûr. Je pense quand même que plus maintenant on parle de soi, et même face cam, où on se montre un peu plus, on se dévoile un peu plus sur sa vie, sur sa façon de penser les choses, j'ai l'impression que ça plaît beaucoup. Pas forcément, là je mets l'algorithme de côté, mais ça plaît plus aux gens. Et j'ai l'impression que c'est ça qui est un peu mis en avant, et en tout cas que les gens vont apprécier. Et c'est drôle parce que tu parlais comme quoi l'année dernière ton engagement c'était pas fou, et que là cette année justement ça grossissait un petit peu. Et moi c'est le constat que je fais, c'est que là cette année t'as fait beaucoup de réels face cam, t'as expliqué des choses, même en story tu parles aux gens. Est-ce que peut-être que ça a un lien là-dedans? Ça joue et ça joue pas, dans le sens où moi, en tout cas en story, j'ai toujours montré ma tête. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est le retour que j'ai eu beaucoup dans les années par les gens. C'était t'es un des rares qui se montre très souvent et qui parle face cam comme ça, comme si rien n'était. Bah, il y a le côté, ça c'est clair que c'est un petit peu universel. C'est photographe égale je suis derrière la caméra, donc je veux pas trop me montrer. Exactement. Ça c'est indéniable. Alors moi j'ai toujours été de l'école de faut se montrer, et ça fait le vrai côté humain des choses en fait. C'est ça, c'est qu'on rajoute de l'humain. On rajoute de l'humain dans le partage. Donc c'est important. Est-ce que maintenant cette année j'ai pris plus grâce à le fait de faire plus de réels face cam au lieu de juste montrer des behind the scenes et ci et là? Oui, peut-être, je sais pas. Je te dirais que si je regarde mes stats, parce que je les observe beaucoup, je pense pas que c'est ça qui a fait toute la grande majorité des choses. Mais ça a dû jouer, probablement le fait que les gens ils arrivent à mettre une tête à un travail et à se dire oui, il est comme ça, trop cool, tu vois, bonne énergie, ça fait plaisir, vas-y, je le suis, tu vois. Ça, probablement ça doit jouer en tout cas. Ouais, je pense. Ouais, très probablement. On a parlé au tout début, quand je lisais ta description, t'as aussi un compte dédié uniquement au paysage, qui reste dans ton style, évidemment. Et là, pour le coup, il y a personne dessus. À chaque fois, il y a vraiment pas d'humain sur tes photos. C'est vraiment exclusivement du paysage. Donc, ton compte qui est Wild of Belga. Voilà. Le petit lien, justement, avec Ace of Belga. Et pourquoi ce choix, justement, d'avoir fait un deuxième compte? Tu voulais vraiment séparer ton côté portrait pro, parce qu'on va en parler après côté business, mais côté pro, à justement tout ce qui est paysage pur. Oui, alors c'est très drôle parce que ce compte-là, je l'ai créé parce que c'était une période de ma vie où déjà j'étais très inspiré par vous, et ça m'a donné tellement... quand tu dis vous, c'est le groupe notre sur lequel groupe, on fait partie. Totalement, de paysage, et ça m'a déjà inspiré par ça. Et déjà, c'était une période de ma vie où j'avais beaucoup eu de problèmes au niveau relationnel humain, et que ce soit pro, perso, shooting, j'avais tout le temps des problèmes en fait avec l'humain, et en fait j'étais en mode j'ai besoin de faire du paysage, et ça me prend pas la tête, j'arrive, je fais une photo. Ah bah là t'as personne. Voilà, exactement. Donc ça a été, et en fait j'étais parti dans les Pyrénées pendant 5 jours avec Yohan Terrassa, pour qui connaît, il est un petit peu connu maintenant sur les réseaux. Et super photographe, il m'a inspiré, il m'a appris des trucs de paysage. Il a une manière de faire le paysage qui a rien à voir avec nous. C'est encore une autre façon d'aborder le paysage humain, enfin le paysage pardon tout court. Et du coup ça m'a fait un bien fou, et j'ai créé ce compte là, et du coup j'ai commencé à poster dessus. Maintenant franchement c'est un compte, je mets un peu mes paysages de temps en temps. Tu postes de temps en temps, pour le plaisir. Pour le plaisir, quand j'ai des paysages que j'ai fait, et puis voilà. Et je les séparais pour la simple et bonne raison qu'en fait quand tu veux être reconnu, travailler avec des marques, il faut être très niche. Il faut être niche. Et donc je dois rester dans ma niche, quoi. Ça, je pense que ça dépend. C'est vrai que toi, t'as quand même vraiment une niche où il y a vraiment du portrait. Je me prends l'exemple, bien sûr. J'aime pas parler que de moi, mais c'est vrai que moi, je varie vraiment paysage pur et portrait. Mais après, c'est un choix. J'ai hésité aussi à un moment de faire. Enfin, à la base, je faisais vraiment que du paysage, et je me disais, est-ce que je fais un compte spécifique au portrait? J'ai hésité. Après, sincèrement, je me suis dit, si je crée un deuxième compte,
j'arriverai jamais à modérer et Oui. à faire sur les deux. Voilà, c'est déjà très bien. Oui, bien Donc sûr. après voilà, je pense que ça dépend aussi bien des sûr. personnes, ça dépend du style aussi, il faut que ça se Totalement. marie bien aussi. Donc Totalement. Après, bien sûr que de temps en temps, rarement, sur un post de 10 photos, si j'ai un très très beau paysage, j'intègre une photo parmi les 10, quoi. oui, Juste pour montrer bien le lieu et tout, où j'ai fait les photos de portrait, quoi. Ouais. C'est D'ailleurs, ça, ouais. c'est drôle parce que dans tes posts, tu fais souvent ce qu'on appelle des carousels. Oui. Donc, c'est-à-dire que tu as plusieurs photos dans un post, en Bien règle sûr. générale une dizaine, Oui. et tu montres beaucoup, et ça c'est le côté technique, Oui. tu montres beaucoup la photo, on va dire Ouais. la masterpiece Ouais. du shooting, puis la version Ouais. naturelle, le RAW, Ouais. le fameux RAW de apéro, donc la photo brute. Oui. Et ensuite, tu vas montrer vraiment les réglages, Oui. le matériel que tu as utilisé, Oui. quel objectif, et après, tu vas poster d'autres photos de Ouais. cette série-là. Alors en fait, j'en reviens un peu sur la stratégie. C'est pour ça que cette année, en fait, si j'ai grossi et j'ai pris un peu plus d'ampleur, c'est grâce à ça. Ah ouais, c'est vrai. En grande partie, Ouais. c'est grâce à ça, c'est fou. Et en fait, tu sais, quand je te disais, j'ai pas envie de poster 50 réels pour réussir, Ouais. et j'ai envie de garder le côté post, que j'aime bien, c'est grâce à ça. Ouais. Et en fait, je pense que c'est un des meilleurs choix de ma vie, en tout cas en termes de business et stratégie marketing digital, parce que je montre mon art, mais mon art va être plus vu parce qu'il y a de l'engagement. Mais il y a de l'engagement pourquoi? Parce que j'apporte quelque chose. J'apporte comment j'ai fait cette photo, quels réglages utilisés, comment c'était le RAW, comment c'était, comme t'as dit toi, les réglages du boîtier, quel matériel, etc. Ah, mais c'est hyper intéressant, je trouve. Et donc, c'est un format maintenant que je fais le mercredi, une fois par semaine. Et en fait, en plus, je peux ramener des vieilles photos que j'ai fait il y a 2-3 ans. Je peux les ressortir. Et oui, ça me fait trop et remontrer, plaisir. du coup, J'adore. les réglages que J'adore. t'avais fait à Mais l'époque. oui. Ouais. Et en plus, ça me fait trop plaisir parce qu'il y a une photo d'il y a 3 ans que j'ai pris dans un musée avec une fille que d'ailleurs Shelly, si tu écoutes le podcast, bonjour. Et ça m'a fait trop plaisir parce que cette photo, je l'ai ressortie après 3 ans. Après, j'ai retouché de nouveau dessus parce que j'ai appris des trucs en 2-3 ans. Et j'ai rapporté ces photos-là, et ce post-là, il a fait 4500 likes, et j'étais trop content. J'avais 2000 sauvetages, 100 partages, enfin, c'était trop cool. En plus, ça m'a ramené presque 1000 abonnés d'un coup, j'ai rien compris. Enfin, j'étais trop content, et c'était un post, quoi. Et oui, donc ça, c'était même pas un réel. super satisfaisant. Et en plus de ça, plein de gens ont vu mon art, parce que du coup, j'ai montré après les réglages et tout ça, j'ai montré les autres photos, et tout le monde était en kiff. Alors que tu vois, il y a pu avoir plein de gens qui auraient pu kiffer le post, mais qui n'auraient jamais vu parce que le post n'avait pas d'engagement, donc Algo ne booste pas, etc. Et après, j'ai choisi ce format-là aussi, pour une autre raison. Donc, il n'y a pas que la stratégie d'engagement, il y a la stratégie d'attirer un public. Donc, le public que je vais attirer, c'est des photographes. Sauf que moi, depuis 1 an et demi, j'ai commencé à faire de la formation et des cours. Et forcément, j'attire un public qui est photographe, qui veut apprendre. Et du coup, ils vont me suivre. Après quelques temps, ils vont se dire, ah, tiens, pourquoi pas prendre un cours avec lui? C'est comme ça qu'en fait, tu crées de la clientèle. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a le côté, si t'es photographe amateur, en tout cas passionné, tu débutes un petit peu. Oui. Tu vois la photo, la photo brute, et puis après tu vois les réglages. Oui. Tu vas t'inspirer aussi un petit peu de ces réglages et te Bien dire, sûr. je vais tester. Moi, je parle en connaissance de cause. Bien Hein, sûr, au tout début, quand j'ai commencé sur Instagram, il y avait 2-3 photographes qui partageaient aussi, alors pas forcément comme toi, Oui, bien sûr, en pleine photo les réglages, mais qui mettaient en bas juste l'ISO, la vitesse, bien, tout ça. Et moi, ça m'a permis d'apprendre un petit peu encore plus les réglages et de me dire, il a shooté comme ça, avec tel objectif. Ah, ok, c'est intéressant. Et du coup, je m'inspirais de ça. Ouais, bah oui, ça m'étonne pas. C'est forcément les gens ont envie d'apprendre, donc c'est ce qui joue. Donc en fait, t'attires un public qui est attiré par ton art, tout simplement, et un public qui est attiré par le fait que t'apprends quelque chose à quelqu'un. Tu donnes de l'information. C'est ce que j'appelle en fait le partage. Exactement, le vrai partage. Le vrai partage de manière générale. Ah, mais vraiment, c'est le partage de l'art, de l'œuvre, et le partage de savoir. Oui, exactement. Donc c'est cool parce que ça fait plaisir aux gens. Bah oui, ça crée de l'engagement, Insta est content, et toi t'es content. Tout le monde est content. Ouais, si tout le monde est content, écoute. Quoi demander mieux? Et justement, on parle d'être content. Toi, la photo dont tu es le plus content, le plus fier. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud à choisir. Il y en a pas une qui se démarque. Tu me parlais d'un top 5 tout à l'heure, là. J'ai un top 5, par contre. J'ai mon top 5. Le top 1, c'est quoi? En fait, pour moi, il n'y a pas de première position. Ouais, et puis c'est compliqué. Et puis en plus, les différents modèles, attention, vont être très vexés s'ils écoutent le podcast parce qu'ils vont dire, d'accord, je suis pas le numéro 1. Vous voulez savoir un truc? Mes meilleures photos, c'était très souvent quand j'ai une condition de météo, de choses qui n'étaient pas prévues. Quand je m'attendais à rien. Ouais, donc la fameuse surprise. Et pas forcément avec des mannequins, quoi. Donc, c'était très souvent la surprise, quoi. Et ça, c'est mes meilleures photos. Et de toute façon, quand tu prends le cliché,
tu te dis, ah, ça c'est la photo. Tu le sais. Ouais, il y a ce truc qu'on a en soi en tant que photographe. Et je pense même vidéaste ou quoi que ce soit, mais quand tu as l'œil dans le viseur ou devant l'écran et que tu shootes ou que tu filmes, il y a ce truc-là de se dire, ah ouais, là je suis en train de prendre un truc là. C'est ça va être sympa, ça va être bien. Tu le sais, tu le sens, et c'est souvent ça le cas en plus, totalement. Et puis je sais pas, tu sens que c'est une photo qui sort du lot par rapport aux autres. Tu sens qu'il y a un truc en plus, et la preuve c'est quand tu le mets sur Insta, ça marche toujours en plus. Parce que si toi tu l'as ressenti, plein de gens vont le ressentir aussi. On va parler un petit peu business. Vas-y. Tu fais des shootings photos portraits. Tu donnes aussi des cours photos, prise de vue. Oui. Avec des personnes. Donc, tu vas dans la rue, tu t'aides à faire des réglages. Et tu donnes aussi des cours de retouche photo. Oui. Donc, ça que tu fais assez régulièrement en visio. Oui. D'ailleurs, tu le partages dans Story. Très souvent, Tu es également créateur Nikon. Oui. Ce serait intéressant d'expliquer, parce que créateur Nikon, c'est pas ambassadeur Nikon. C'est pas ambassadeur pour la marque Nikon. C'est pas le même principe. Déjà, Nikon, en soi, ils utilisent deux termes, mais en soi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le créateur, il n'est pas représentant d'une marque dans tout un continent, par exemple, mais il est représentant d'un pays. Ok. Donc, quand on est ambassadeur, on est représentant d'une marque. Quand on est ambassadeur, en général. Donc, quand tu es chez Nikon, en tout cas, c'est leur façon de fonctionner. Quand tu es ambassadeur, tu représentes un continent. Donc, par exemple, Nikon Europe. Quand tu es créateur, tu es représentant de ton pays. Ok, d'accord. Donc, par exemple, je serais l'équivalent d'un ambassadeur France. Sauf que c'est créateur Nikon. Leur dénomination, c'est créateur Nikon. C'est ça. Ok. Exactement. Ok, mais c'est bien, voilà, de faire la différence, parce que comme tu as ça en description, créateur Nikon. Totalement. Mais on pourrait se dire que du coup, c'est facile. Tu pourrais aussi travailler avec Nikon Europe, c'est pas le même siège, c'est pas la même. Oui, c'est complètement séparé. Donc, c'est séparé, tu vois. Donc, c'est tout un autre débat. Ok. Voilà. T'es aussi ambassadeur Aftershoot Co. Oui, alors, je vais faire un petit pub de secondes. C'est le moment promo. Beaucoup de photos. C'est le moment promo. Si vous faites beaucoup de photos, c'est un logiciel qui trie, il peut retoucher par intelligence artificielle. Alors attention, c'est pas tout automatisé, c'est pas lui qui fait tout. Vous aurez toujours une marge de manœuvre. C'est de l'aide. C'est de l'aide, en fait. C'est un gain-temps de fou, en fait. C'est juste pour gagner du temps. Pendant qu'il trie et qu'il va classifier les photos, vous allez boire votre café, fumer votre cigarette, passer votre appel pro. Je sais pas. Mais en tout cas, pendant ce temps-là, il est en train de trier. Vous, quand vous revenez sur le PC et que c'est prêt, vous avez regardé juste si la classification vous plaît. Et à partir de là, vous les importez sur Lightroom et soit vous retouchez, ou soit vous pouvez déjà pré-retoucher avec un preset IA, j'appelle ça, moi. C'est-à-dire que c'est un preset intelligent. Tu le sélectionnes et ça va mettre le preset sur toutes les photos que tu as sélectionnées. Voilà, c'est pas comme sur Lightroom qu'on va choisir un preset, on fait CTRL A, on prend toutes les photos et on met le preset. C'est un preset intelligent, c'est-à-dire qu'il s'adapte par rapport à la luminosité de ta photo. Oui, c'est ça. Le balancement du blanc, etc. Mais tout en impliquant ta patte. Donc ce sera un peu le même principe que celle de Lightroom, sauf qu'il est intelligent. On prend le balancement du blanc, la luminosité, et il va s'adapter de conséquence. Et du coup, tu représentes la marque en France. Oui. Pour justement promouvoir ce logiciel qui est à base d'une boîte américaine du coup. Et ils sont installés en Europe depuis 1 an et demi. Ils ont commencé par l'Espagne, là ça fait 1 an l'Italie et maintenant la France depuis 6 mois. Ok. Donc, et tu es prof à l'ISA Strasbourg. Ouais, l'ISA. Je sais pas si c'est l'ISA. L'ISA, l'école d'art, l'école d'art, totalement. Et ça c'est cette année. Après j'enseignais déjà aussi dans une école photo à Strasbourg. C'est une plus petite enseigne, c'est plus local et tout. J'enseigne beaucoup moins maintenant pour des raisons de timing aussi. Donc j'enseigne moins là-bas parce qu'aussi je vois moins d'intérêt. J'ai l'impression que ça me pousse moins vers le haut. Ça m'apprend moins de choses parce que enseigner juste dans une école photo, c'est pas la même chose qu'enseigner vraiment dans une école d'art. Ouais. C'est vraiment les démarches sont différentes. L'école photo, c'est plus de la formation photo. C'est pas une école pure et dure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas. Alors qu'une école d'art, c'est vraiment comme à l'école, quoi. C'est comme une fac, c'est comme un lycée, c'est comme. T'apprends l'art en général, quoi. Ouais. Mais là, du coup, il y a ma matière qui est la photographie. Du coup, c'est une matière secondaire chez eux. Mais j'ai des élèves, j'ai des réunions profs, des notes à donner. Des notes à donner. Voilà, donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, c'est ce que tu as partagé il y a pas longtemps sur ton canal. T'étais en train de noter les élèves. Exactement. C'était très très drôle. Et tu disais, j'espère que je suis pas trop sévère. Oui, ça faisait bizarre parce que j'ai 25 ans et déjà tous les profs ils ont mon minimum 30 ans et toi t'es le plus jeune et t'es là, t'es un peu paumé, tu sais pas quoi faire, c'est ta première fois et t'es là en mode ok ça marche.
Tu te poses la question de la légitimité. Exactement. Dire, est-ce que vraiment je vais noter ces personnes-là? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, après, j'essaie d'être le plus impartial possible. J'ai une grille d'évaluation. Je fais de mon mieux, quoi, pour être impartial. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, c'est une belle expérience et j'ai hâte de continuer à faire ça dans plusieurs écoles par la suite. Ok. En tout cas, côté business, tu es bien occupé. Oui, très bien occupé. Tu es très occupé. Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la photo, qui en fait déjà un petit peu, mais de manière amateur, mais qui veut se lancer un petit peu vraiment de manière un peu plus professionnelle? Ouais, il y aurait tellement de choses à dire, mais si je pars sur des bases, c'est vraiment déjà ne vous basez pas que sur un seul business. Ouais. Si jamais vous voulez vous devenir pro, ne basez-vous pas sur un seul business, parce que ce sera très facilement instable ou très facilement facile à déconstruire. Donc ne basez-vous pas sur un business. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris avec le temps. Ouais, c'est vraiment de s'ouvrir à tous les champs des possibles. Voilà, basez-vous sur plusieurs business. Moi, là-bas, j'avais commencé avec un business de faire des photos à des particuliers. Pire choix de ma vie. Bon, non, vraiment, très sincèrement, c'est très instable comme truc. Quand j'ai commencé, je faisais 3, 4, 5 particuliers par mois et encore, fallait trimer pour réussir à les avoir. Je sortais à peine le SMIC, quoi, et encore, tu vois. Et c'est très instable. Il y a des mois où les gens, ils ont pas de sous, des mois où juste les gens, ils sont pas là. Et je me disais, avec la popularité sur Insta et tout, j'allais avoir plus de clients. En fait, non, j'ai presque le même nombre de clients qu'avant. Ouais, okay. En tout cas, au niveau des particuliers. Et peut-être parce que si j'ai augmenté mes prix, mais même en dehors de ça, c'est juste, ça se choisit pas, quoi. Et donc, bref, tout ça pour dire, ayez plusieurs cordes à votre arc. C'est très important. Okay. Ça, c'est vraiment le conseil que je donne. Ça, c'est pour le côté business. Et quelqu'un vraiment qui veut se lancer dans la photo. Juste dans se lancer dans la photo. Moi, je conseille vraiment déjà de trouver sa passion dans la photo. C'est ce que je disais quand je vous ai dit que j'ai commencé et je savais déjà que je voulais faire du portrait. Ouais. C'est-à-dire que faut savoir un peu dans quelle direction vous voulez vous diriger dans la photo. Pas juste, c'est important de commencer par la phase de j'essaie de tout et n'importe quoi. Ouais, bien sûr, faut tester. Mais je conseillerais plutôt de trouver sa passion dans la photo. Qu'est-ce qui me passionne quand je prends des photos? C'est prendre des animaux, c'est prendre des humains, c'est faire de l'événementiel, c'est prendre des paysages, enfin. Il y a beaucoup de possibilités en photographie, en vidéo, c'est très large. Hein. Totalement. Donc, il faut trouver sa passion et à partir de là, essayer de juste de s'entraîner. C'est grand classique, hein, mais juste de se pratiquer. Et des fois, se faire un peu force à essayer des choses qu'on n'a jamais fait pour sortir de sa zone de confort. Faut vraiment, en fait, c'est tout le temps sortir de sa zone de confort. Hein. C'est super important, hein, vraiment. Ça, je pourrais l'appliquer surtout dans la vie. Hein. Oui, ça, de toute façon, ça, c'est le conseil de vie, que ce soit professionnel, personnel. Il faut sortir vraiment de sa zone de confort, c'est tester des choses, s'ouvrir à tout ce qu'on pourrait faire. Oui. Et puis après, effectivement, comme tu disais, c'est, si on teste beaucoup de choses, il y a forcément quelque chose qui va ressortir. Oui. Et on va se dire, j'ai vraiment une appétence un peu plus grande pour cette chose-là. Bien sûr. Et forcément, après, si vous avez trouvé, développez-le. Ah oui, totalement. Et moi, je pense que dans la vie en général, les changements, ça fait peur, mais c'est toujours ce qui est... Mais c'est souvent bénéfique. C'est toujours souvent bénéfique. Pour terminer, on va faire un petit jeu, à chaque fois. Cool, j'aime bien. Je vais commencer une phrase et tu vas la compléter. Oh, ok. Faire du portrait, c'est capturer l'essence de quelqu'un. Le plus beau voyage que tu as fait, c'est l'Irlande. Ton moment préféré de la journée pour shooter, c'est vous verriez la tête. Ça, c'est la question à chaque fois. Je la pose assez régulièrement et les gens sont là. C'est trop dur. J'adore tous les moments. Ça peut être tout le temps. Si c'est ton choix. Ouais, mais je vais dire coucher de soleil forcément. Le coucher de soleil, c'est souvent celui-là qui l'emporte. Hein. Ouais. La photo que tu rêverais de faire. J'aimerais trop faire une photo en Islande et faire du nu, alors que j'en fais jamais. Mais je veux absolument la bonne personne pour faire ça, mais faire du nu dans un glacier. Ok. Je rêve de ça. Faudrait que je te montre une photographe instagrammeuse, je sais pas si tu connais. Enfin, c'est cette photo-là qui m'a inspiré. C'est cette photo-là qui m'a inspiré. Des autoportraits. Oui, en plus. De nu dans la glace. Je pense qu'on parle de la même. J'ai plus son nom en tête. J'ai vu cette photo-là, j'ai fait. Je pense qu'on parle de la même artiste. Oui, c'est la même artiste, c'est sûr. Faire une conférence devant des centaines de personnes au salon de la photo, c'est stressant. Ouais. Mais c'est incroyable à quel point tu peux avoir plusieurs centaines de personnes qui t'écoutent sur ce que tu dis. Ouais, c'est un sentiment particulier de voir autant de personnes. Alors c'est même pas forcément la timidité de parler devant des gens, mais c'est d'avoir tous ces gens
Oui. concentré sur les moindres mots que tu dis. Exactement. Ça qui fait est vraiment- bizarre. Il y a le petit côté pression. Oui. Mais alors, sincèrement, on y était, parce que donc Ouais. tu avais fait une conférence au Salon de la Oui. photo là cette année. On y Oui. était à plusieurs potes, donc photographes, à te regarder et tous, on l'a dit, tu t'es très très bien débrouillé et franchement c'était hyper plaisir, fluide, merci. donc c'était top. Ouais. Dans 10 ans, tu seras. Je serai artiste-auteur. Ok. Et la dernière question, quels seraient là tes objectifs pour les années à venir à court terme? Bien sûr, à court terme, j'arrive pas à me projeter plus qu'1 an, 2 ans. Ouais, je suis pareil. Mais c'est déjà ça. C'est déjà bien. Sur 1 ou 2 ans, déjà, je me projette plus à enseigner de plus en plus. Ouais. J'ai hâte de sortir mon livre. J'ai vraiment très très hâte qu'il sorte dans moins d'1 an. Mon livre, développer YouTube. Et d'ici là, faire encore plus de portraits en voyage, mais de plus en plus fou. Là, pour l'instant, je reste en Europe, mais en tout cas, dans 1 an et demi, Ouais, partir sur d'autres continents. je vais commencer à partir sur d'autres continents, ouais. Eh ben écoute, merci beaucoup Guillaume. Merci à toi, merci Vincent, pour l'invitation. d'avoir accepté l'invitation Ça me pour fait ce super plaisir. podcast. Je suis très très content. Ça Moi faisait aussi. longtemps qu'on en De parlait ouf, et clairement. voilà, l'occasion Ouais. est arrivée Oui. de ton passage à Nantes, de venir chez moi directement. Dans tous les cas, n'hésitez pas à suivre Guillaume sur Instagram, donc Ace of Belga, ou si vous voulez voir ses photos de paysage, Wild of Belga. Nous, en tout cas, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité sur mon compte Insta Vince Temple. Retrouvez des actualités pour les prochains podcasts à venir directement en story à la une. Et je vous dis à très bientôt et bon apéro.